Allez, c'est la deuxième partie de l'émission de Devant le match. Re-bienvenue à tous si vous avez pas été, si vous étiez là sur la première partie avec Alessandra Bianchi. Très très bonne première partie d'émission. On vous encourage vraiment à aller voir le podcast qui va sortir la semaine prochaine. Vraiment un très bon moment qu'on a passé. Et puis on va continuer quand même cette émission puisque non, ça sonne pas, Benji. Ça sonne pas. Non, mais j'ai une musique dans les oreilles. J'étais là, non, c'est la radio qui passait encore. Donc voilà, on va continuer cette émission sur le symbole de l'Italie, puisqu'on va parler un petit peu de l'AC Milan qui se reconstruit. De l'AC Milan, et puis peut-être que Mehdi Léris va nous appeler, puisqu'on lui a donné rendez-vous à 20h15. À 20h15, ouais. Je vois qu'il vient de lire mon message, donc nous espérons son appel. Avoir Mehdi Léris. Mehdi, si tu nous écoutes, appelle-nous. Nous ne sommes pas des hommes, on veut juste parler foot. Voilà. Call me maybe. Donc voilà, en attendant qu'il appelle, on peut petit débat sur l'AC Milan qui essaye de se reconstruire, qui a fait deux trois belles recrues depuis le début de ce mercato. La mauvaise nouvelle, c'est Donnarumma qui ne veut pas re-signer sous l'impulsion de son agent. Est-ce que finalement c'était pas le symbole de cette nouvelle de ce nouveau Milan AC, et le fait qu'il re-signe pas, ça met quand même un sacré frein à l'avancée du Milan AC. Ah, c'est scandaleux, mais ça, c'est pour moi, c'est un problème avec l'agent. Ça fait des années qu'il pose des problèmes à tous les clubs du monde. L'offre était plus que correcte. À 18 ans, 5 millions nets par an. Ouais. T'es le renouveau du Milan, t'es le nouveau Gigi Buffon. Son agent vise plutôt le Real Madrid. Ouais. Ce qui va pas se perdre, sachant que Zidane a déjà refusé des Réa. Donc pourquoi il prendrait Donnarumma, né de Coupe du Monde, risquer de faire banquette? Après, c'est toujours compliqué. un truc, Raiola est coutumier du fait, c'est toujours un truc où tu peux faire monter les enchères et attendre que Milan propose 7, 8 millions pour le faire signer à la toute fin du mercato pour bien faire flipper tout le monde. Mais il y a eu un communiqué comme quoi le Milan... Oui, j'ai lu ça tout à l'heure, mais... Ils avaient même proposé plus que ce qu'ils avaient prévu 5 à la base. Ouais. Ils ont proposé au lieu de 3, je crois. Mais bon, hormis ça, en tout cas, le Milan fait des moves. Des moves, voilà, ouais. Ça, c'est cool. André Silva, c'est une bonne chose. On va voir Lui, c'est magique. Ils ont réussi à recruter l'attaquant du FC Porto, c'est exceptionnel. Hein. Et puis moi, ce que je trouve très très fort, c'est qu'ils ont réussi. Franck Kessié, 20 ans, on va voir si l'étape peut passer au Milan, mais ils ont réussi à récupérer Ricardo Rodriguez. Ouais. Et ça, quand même, ça fait des années qu'on en parle dans tous les clubs d'Europe. Et voilà, pour un peu plus d'une vingtaine de millions d'euros. Il se fait attraper au nez à la barbe de Paris notamment d'ailleurs, ce qui montre quand même que ça reste, que le Grand Milan est pas mort dans l'esprit des plus jeunes joueurs. Bien et sûr. Que voilà, ça reste un club attractif. Et voilà, je crois que la 4e recrue, si je dis pas de bêtises, c'est Musacchio de Villarreal. Le défenseur central. Ouais, de Villarreal. Ouais. Non, du coup, pour construire Donnarumma, voilà, Factor X, malheureusement, s'il s'en va, il faudra faire 100. Après, il y a quelques, oui, à 40 millions, c'est plutôt cool. Il y a quand même quelques bons joueurs à Milan cette année. On a vu Locatelli, Bonaventura, Romagnoli. Bonaventura, il est pas très jeune non plus. Oui, je réponds pas, sinon on va s'engueuler. Pourquoi? Non, mais tout dépend de votre seuil de jeunesse. Oui, voilà, en fait. C'est ça. Non, mais c'est quoi ton seuil de jeunesse? Je sais pas, moi, en dessous de 25 ans, t'es quand même encore. Ça. En dessous de 25 ans, t'es quand même déjà, encore. Je pense qu'il a plus, mais bon. Ah oui, peut-être. Je pensais que. Toi, tu dois confondre avec Bonaventure Calou, tu sais. Non, mais il y a quand même quelques petits joueurs. Est-ce que tu peux garder Carlos Bacca? Ça peut faire quand même une belle attaque, une belle ligne d'attaque avec André Silva. 27 ans, voilà. Ouais. Mais ouais, carrément. Après, je sais qu'ils sont aussi sur Dolberg de l'Ajax. Voilà, donc ils sont en train d'essayer de miser sur quand même des jeunes joueurs, des plutôt jeunes joueurs. Est-ce que vraiment ça correspond aussi à ce que peut faire le Milan AC depuis, tu l'as dit, cette saison où ils ont sorti quand même quelques joueurs du centre de formation. Donnarumma en est l'exemple concret. Locatelli au milieu aussi. Locatelli, voilà, il y a quand même de très beaux noms qui sont sortis il y en a cette saison. Quand même, hein. Comment? Ils sont obligés de faire ce qu'ils font. Il n'y en a pas des masses. Donnarumma, Locatelli. Après, il y en a plus moins, cette année que les années précédentes. Mais il y en a quand même énormément moins que par le passé. Ouais, mais du coup, pourtant, c'est là où c'est maintenant qu'il y avait des places à prendre, tu vois. Ouais, clairement. Il y a le retour de Mbaye Niang, le départ de Deulofeu. Ouais. On parle d'un échange Niang-Deulofeu d'ailleurs. Oui, parce que Everton veut Mbaye Niang. Ouais. Exact. Et Milan veut Deulofeu. De toute façon, la formation italienne, je pense, a toujours posé des questions.
Et c'est quand même quelque chose de compliqué aujourd'hui. Les très grands joueurs italiens de la génération 20-29, on peut les compter peut-être sur les doigts d'une main. Et encore, je suis en train de réfléchir pendant que je parle. J'en vois pas beaucoup en fait en y réfléchissant. Donc t'as pas de grosses perles. T'as Verratti, bon, ça c'est incontestablement celui qui est censé être le leader de cette génération. Grossièrement, ils sont quasiment tous à la Juve. Oui, mais tous trentenaires. Tous trentenaires. Plus trentenaires. Marquisio, je sais plus quel âge il a, mais c'est à peu près Marquisio, pareil, 29-30. Ouais, voilà, dans ces eaux-là, c'est des mecs qu'on connaît depuis longtemps, mais la génération, nous on voit à l'équipe de France, on a une génération qui arrive, qui quand même pétrit de talent. Ouais. T'as quand même des joueurs, je pense au Brésil, il y a des joueurs qui sortent. En Espagne, ça se renouvelle d'année en année. Après, et l'Italie, même si elle a toujours fonctionné sur des joueurs relativement âgés et que ça a toujours bien marché comme ça, et que pourquoi pas, mais c'est vrai que dans le football qui va beaucoup plus vite maintenant, on cherche un peu. Après, quand même, en Italie, depuis 3-4 années, il y a des petits clubs qui arrivent à sortir vraiment des petites pépites. Ça a été le cas cette année par Sassuolo. Je me souviens, il y a Torino, Belotti, voilà. Je me souviens il y a quelques années, c'était Pescara où Verratti est sorti notamment. Donc, et finalement, on voit très très peu les équipes comme le Milan AC, l'Inter de Milan aller chercher justement ces petites perles pour étoffer leur effectif, pour au moins ne serait-ce que faire bonne figure en championnat, parce que c'est loin d'être le cas quand même. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher parce qu'ils se les font piquer, quoi. Au niveau du recrutement au Milan AC, moi il y a quelque chose qui me choque, mais qu'on voit moins, c'est cette filière un peu des Balkans yougoslaves, où le Milan était très fort pour attirer ce genre de joueurs. On pense à Boban, Stojkovic, ce genre de joueurs fantasques. Et bizarrement, c'est d'autres clubs qui se sont appropriés ces filières-là. Et j'étais en train de regarder notamment la Fiorentina, qui a beaucoup de joueurs de Slovaquie, de Croatie, etc. Et c'est étrange en fait que on a l'impression que le Milan a abandonné un peu ils sont partis sur le Brésil. Ils sont partis beaucoup sur le Brésil. Oui, complètement. C'est pas faux. Et s'il n'y a pas notamment un grand Carlo Ancelotti pour replacer Serginho en arrière droit, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il était attaquant, donc il a fallu avoir la vision. Mais bon, c'est vrai que ça traîne la patte. Alors tu parles de noms qui sont avérés, là Geoffrey, sur le transfert du Milan. Moi je suis désolé, même si c'est des très bons joueurs, ça me fait pas rêver pour le Grand Milan. Alors après mais t'es plus à la période du Grand Milan, malheureusement, t'es obligé de reconstruire. Pour le Milan AC, c'est très bien. T'es obligé, tu pars loin derrière la Juve, en fait, le Napoli et la Roma quand même. Tu vois, quand tu viens de citer ces noms, c'est vrai qu'on réalise d'où part le Milan AC en fait. C'est le vide qu'il y a eu, et je pense que l'arbre qui a caché la forêt, c'est la saison où ils sont champions avec comment il s'appelle, avec Zlatan, la dernière saison de Zlatan, avec comment il s'appelle le défenseur central là, de Paris là. Thiago Silva. Et on a l'impression que c'est la dernière saison qui a caché. Après, il restait quelques éléments de l'équipe qui était quand même la plus grosse équipe du Milan AC. Il restait des Ambrosini, des joueurs comme ça qui tenaient encore peut-être un peu le vestiaire, qui avaient encore une âme de patron. Mais finalement, tout le monde est parti. Cette grosse équipe du Milan dont on parle depuis très longtemps, c'était une équipe, quand elle est arrivée à son apogée, qui était vieille déjà, qui était très vieille. La chute du Milan, c'est sec et net. C'est Pirlo qui part gratuitement à la Juve. Ça, c'est la plus grosse connerie que le football ait jamais inventé, quoi. Le problème du Milan, c'est quand ils ont eu beaucoup trop de problèmes d'argent, que Berlusconi a jamais voulu vendre le club, et qu'ils ont été obligés de céder et Thiago Silva et Ibrahimovic en même temps. Ça, je suis d'accord avec toi, mais pour des sommes coquines quand même. C'était pas non plus gratuit. Pirlo, c'était une erreur, mais c'est pas le truc de ouf. Quand tu vois ce qu'il fait à la Juve les 2 années suivantes. Je dis pas que c'est pourri. Je te dis juste que si tu perds. Qui a remplacé Pirlo? Vaut mieux perdre une fois Pirlo que Zlatan et Thiago Silva quand t'es au Milan AC. Après le remplacement de ce qu'ils étaient en train de faire, oui. Ah non, mais si tu moi je suis d'accord avec toi, tu dois le garder. Je considère que mais c'est pas la plus grosse erreur, c'est pas le départ de Pirlo gratuitement comme ça pour aller renforcer un de tes rivales historiques, si ce n'est le rival que tu détestes peut-être plus que l'Inter.
C'est quand même hallucinant de faire une absurdité pareille. Et quand tu sais comment justement Berlusconi a su gérer son club, parce que il en a quand même une sacrée valise de trophées, de se dire qu'il en est arrivé là, c'est qu'il devait avoir la tête sûrement prise à autre chose, ce qu'on peut comprendre avec tous les déboires qu'il a eu, tous les déboires judiciaires qu'il a eu. Il avait pas la tête dans le football, celui-là. Non, ça. Hashtag bunga bunga. Non, mais ouais, enfin. T'as des. Après, malheureusement, le départ de Zlatan et Thiago Silva, je pense que c'est inéluctable. Après, t'as pas le choix quand tu disais les problèmes d'argent. Tous les grands clubs font des conneries sur le marché des transferts. L'erreur du Real, ça a été de faire partie. Oui, Makelele, il y a 15 ans. Il y a des cycles, mais le problème, c'est que t'as aucune pépite du centre de formation qui a réussi à prendre une grosse place. Donnarumma, parce que Locatelli, il est pas titulaire régulier. Et après, celui qu'ils avaient annoncé comme une pépite de l'espace, Dicheglio. Ah oui. Et Matteo Darmian. Voilà, Matteo Darmian est parti à Manchester. Flop in the move. Souvenez-vous aussi, El Shaarawy était censé être l'attaquant qui remplacerait Zlatan. Voilà, pareil. Flopinho. Ils ont Flopinho, le défenseur central qu'ils ont, je crois, c'est Romagnoli. Il arrive de la Roma. Ouais. Et tu vois, il y a rien qui est sorti. T'enlèves Donnarumma, t'as que dalle en titulaire qui est sorti de ouf. C'est ça le plus inquiétant. Que tu perds des joueurs, c'est des cycles, et que t'arrives pas à te renouveler. Ouais. Et après, comme l'a dit Jean-Aurel, à l'époque, t'as fait le choix, tu perds tes filières Balkans. Bam, tu perds la filière brésilienne avec Ronaldo, avec Leonardo. T'arrives ton centre de formation, je pense que tu l'as délaissé. Et ça, ils sont en train de récolter les 15 années où ils régnaient partout et qu'ils n'ont jamais voulu investir dans le centre de formation. Et ça arrive maintenant. Donc les choix caissiers, très bien. 2 ans déjà en Serie A, 20 ans. Une pépite. Latéral gauche, il n'y a personne de mieux pour le Milan AC. Franchement, il est très bien. Je pense même au poste de latéral gauche, au prix où il a été acheté, je crois que c'est comme on disait un peu plus de 20 millions. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Il a déjà été au Milan AC, c'est ça qui est triste. C'est ça qui est fou. D'ailleurs, il est libre, il n'a pas été reconduit par le FC Sion. Et l'attaquant qu'ils ont pris de Porto, Silva. Alors là, je sais même pas comment ils ont fait. Comme quoi Porto était vraiment en galère d'oseille, donc ils ont balancé 40 millions, ils l'ont pris. Mais après, ça non, fait c'est 4 bonnes recrues, mais 4 bonnes recrues pour essayer de jouer la qualification en Ligue des Champions. Non, mais même pas pour les fans du Milan, ne pas s'attendre à ce que ce Milan-là joue les premiers rôles face à la Juve de Turin qu'on a vu l'année dernière. Après, face à la Juve, passer devant Rome, Naples et tout, c'est jouable. Encore, pas sûr, parce qu'il y a quand même à Naples, il y a des bons joueurs, il y a des bons joueurs de football. On a parlé de la rumeur Aubameyang aussi au Milan AC. On a parlé aussi en milieu de saison de cet investisseur chinois qui était capable d'aller mettre ça y est, il vient de mettre 100 millions, beaucoup de sous. Est-ce que, d'après vous, on peut s'attendre à une autre signature de Renaud? Ah oui. Même, je pense qu'il en faut une ou deux. Je pense que ça doit être dans les tuyaux. Ils sont déjà en train de travailler. Il y a des joueurs de très grande classe sur le marché. Et comme on disait, tu vois, tu reparles d'Aubameyang. Le vrai faux départ d'Aubameyang à Paris. Je connais pas l'homme, mais quand on voit les joueurs, on se dit qu'il va pas partir en Chine. Sinon il aurait vraiment rien compris. Ça serait vraiment dommage. Le Milan a un coup à jouer. Si Carlos Bacca file, ou qu'ils arrivent à le vendre pour quelque chose d'intéressant, je pense qu'Aubameyang c'est un coup à jouer. Aubameyang, André Silva devant, dans un 4-4-2 qu'apprécie particulièrement le Milan et qu'apprécie. Je pense que ça peut être sympa. Mais après, bon, c'était jamais à l'abri. Moi, là où je suis vachement déçu, c'est que, tu vois, moi, il me faut un peu penser à Monaco, mais en Monaco qui mise mal. Parce que Monaco misait beaucoup sur le marché national, et ça leur réussit très bien, et ça contente tout le monde. Là, tu me sors 3 recrues, t'en as pour pas loin de 100 millions d'euros, t'as pas un Italien. Moi, ça me dérange. Au lieu de mettre 40 millions, tu peux pas tenter de gratter Belotti. Après, Torino, tu balances 40 millions et 2 joueurs merguez, ils vont y aller au Torino. Est-ce que tu peux t'aligner sur des salaires qu'ont proposé Mourinho à Manchester United? Peut-être, mais si tu le courtises avant. Après, ils ont essayé. Si tu le courtises dès janvier, parce que le Shintok il est arrivé dès janvier.
Non mais c'est pas, vous inquiétez pas, c'est pas raciste. J'ai aussi des amis chinois. Non mais on sait bien, on te connaît Bernie. Tu sais quoi les mecs, j'ai aussi des amis japonais, j'y suis allé manger des sushis hier soir. Non mais moi ce qui me, non mais moi j'ai travaillé, mais du coup le micro. Est-ce que t'as un staff technique voilà autour de Montella qui bosse? Est-ce que les gens qui sont en place ping-pong tout à l'heure. Là, c'est abusé. Ça y est, Bernie a tué le reste de l'équipe. Tu m'as tué. Non, mais tu m'as tué. Moi, ça me dérange énormément qu'il n'y ait pas de pépites italiennes. Mais tu vois, s'ils veulent faire. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. À part Bellotti. Non, tu sais quoi, ils veulent faire un coup Milan AC. Ils veulent marquer les esprits. Et ben t'arraches Verratti au PSG. 100 millions d'euros. Et ben alors, c'est impossible. Bah alors, le chinois il a des moyens illimités, qu'est-ce que tu me dis? Ouais, et puis ce serait un bon coup pour. Mais non, en termes d'image et de marketing, mais tu mets tout le monde d'accord. Et tu leur fais fuck la police. Oui, sauf que Verratti, au bout d'un moment, il pense peut-être à son avenir aussi. Mais Verratti, son avenir, qu'est-ce que l'avenir au Milan AC, l'avenir direct au Milan AC, ça annonce pas non plus flamboyant quoi. Bah bien sûr que il vient déjà de vivre 3 ans à Paris où il était censé passer un seuil pour la Ligue des Champions. Ça s'est pas très bien passé. Tu sais quoi, j'allais te dire, Verratti, il fait plus des gros matchs de ouf. Hein. Tu peux me dire ce que tu veux. Moi, il vaut pas plus de 30-40 millions. Je te trouve sévère. On l'avait tous mis dans notre équipe type de Ligue 1. Bah, pas du tout. Ah bah alors, reva dans les podcasts que tu peux trouver sur la chaîne YouTube, sur la chaîne DLM officielle. Et tu verras. C'est pas mal ça. Et tu très bon. Quel est sévère. Et tu verras que j'ai absolument pas mis Marco Verratti. Et je t'avais même dit parce qu'il a pas joué assez de matchs, c'est vrai. Voilà, mais ça reste quand même un joueur qui mérite autre chose que le Milan. Mais marque les esprits, achète-le. Qu'on soit d'accord, Verratti, à part à Barcelone, il ira nulle part. Non, mais à part à Barcelone, au Real, je vois pas. Dans des clubs comme ça, je vois pas au Bayern. Je vois pas où il peut aller. Bon, le Bayern, c'est pas possible. Ils ont pris Tolisso. C'est trop tard. Recrue la plus chère de l'histoire de Munich. Non, mais moi, je suis déçu. Celle-là, elle est belle, celle-là. Tiens. Ouais, mais c'est normal, le marché s'enflamme. Oui, non, mais moi, je suis trop déçu qu'il y ait pas un Italien. Voilà, tu vois ça, parce que là, tu es en train de tuer ton football italien. Tu t'imagines, t'as quand même des mecs du Torino, il est titulaire en équipe d'Italie, mec. Le Torino, c'est comme si t'avais l'attaquant de Sochaux qui était titulaire en équipe de France. Dur pour Sochaux. Bon, allez, ok, Torino, je te prends Guingamp. Alors les gars, nous avons donc Noé Ducène qui vient de nous appeler, qui est donc joueur de Crotone pour les auditeurs qui nous suivent, qui va nous raconter cette folle saison donc pour ce club qui s'est maintenu à la dernière seconde. Noé, vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir Noé, merci d'être avec nous ce soir, d'avoir été aussi réactif pour venir nous parler de vous, de votre club, et puis de peut-être ce qu'il en est aussi pour la saison prochaine. Première question, mais comment allez-vous ? Très bien, merci. En vacances, donc ça me peut aller mieux pour le moment, donc ça va, tout va bien. Bon, est-ce que ça profite du soleil ? Et attention au coup de soleil aussi, hein. Ouais, mais j'ai profité beaucoup en Italie. Ici, voilà, je me ressource un peu avec ma famille, mes amis en Belgique. Bon. Je partirai après, à mon avis, une semaine ou deux en vacances. Bon, mais super. Alors donc Noé, nous sommes très contents de vous avoir. Nous avons eu Alessandra Bianchi qui nous a parlé de la Roma, de ce qu'elle pensait de la Serie A. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui s'est passé un petit peu plus en bas dans le classement, et on va faire aussi un petit retour sur votre carrière en Belgique. Première question, comment ça se passe à Crotone pour vous cette saison ? Franchement, c'était quand même une saison assez compliquée, ça je peux pas le cacher. J'ai ressorti de 2 grosses saisons en Belgique où j'avais tout joué. Et puis j'ai su décrocher ce transfert en Serie A. Et malheureusement pour moi, j'ai joué les 2 premiers matchs et je me suis fait exclure dès le premier match, donc après ça devenait un peu compliqué. Surtout qu'avant on était à 3 défenseurs centraux dans l'équipe, et après on est passé à 2, donc il n'y avait plus beaucoup de place. Et les 2 défenseurs ont bien presté et ont même été appelés en nationale italienne, donc pour moi c'était plus compliqué. Et ensuite, j'ai su enchaîner des matchs quand il y avait un suspendu ou un blessé. Mais bon, après, c'est quand même le championnat italien, il est quand même fort élevé. J'ai fait 9 matchs, donc voilà. C'est une saison un peu mitigée pour moi, mais quand on regarde l'ensemble, c'est vrai que j'ai quand même joué les gros matchs, donc je peux quand même être content. On le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes un joueur expérimenté de Jupiler League. Vous avez un physique atypique que nous on aurait aimé avoir à Bordeaux, puisque vous mesurez pas loin d'1m90 je crois, et vous êtes défenseur central. Pourquoi la Serie A ? Est-ce que c'est un championnat qui vous faisait rêver ? Non, c'est pas spécialement un championnat, c'est pas vraiment un championnat. Oui, la Première Ligue, c'est vrai que c'est un grand championnat, mais après, c'était le mercato. Je devais signer en Belgique, dans des plus gros clubs, c'est passé tout ça. Et puis quand il y a l'offre d'Italie qui est arrivée,
pourquoi pas se mesurer aux plus grands attaquants du monde. Donc voilà, j'ai dit oui, j'accepte, et ça s'est fait vraiment assez rapidement. Quand on a une offre comme ça qui arrive, voilà, c'est peut-être pas tous les jours qu'on va recevoir une offre d'Italie, donc c'est une chance, une opportunité qui était ouverte à moi, et voilà, j'ai voulu la saisir et je l'ai faite. On le rappelle pour les auditeurs, Crotone a vécu un scénario à l'américaine cette saison, puisque vous êtes maintenu dans les dernières secondes du championnat. Comment on ressent ça d'une part, et puis les fusions de joie à la fin? Ouais, franchement c'était exceptionnel. Quand on regarde, c'est à la mi-championnat, on nous dit qu'on va se sauver à la dernière journée. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le croient ou qui le pensent, mais là c'était vraiment sur les 9 derniers matchs, on fait 2 nuls, on gagne tout et on perd juste contre la Juve. Donc franchement c'était vraiment exceptionnel. Et après l'engouement qu'il y a eu dans le stade aussi, et on voyait qu'il y avait la possibilité de le faire. Et on suivait en direct aussi les résultats de Palerme qui jouait contre Empoli, et que Empoli devait gagner pour se sauver. Et même Palerme a joué le coup à 100% puisqu'eux étaient déjà le relégable, et nous on a su gagner. Donc franchement c'était vraiment la joie totale du supporter de toute une ville. Donc franchement c'était magnifique, c'était très beau. On revoit cette photo que vous avez mis sur les réseaux sociaux. Vous êtes avec le président, je crois, ou un dirigeant, ou le coach, où vous avez ce panneau. Voilà, on a réussi à se maintenir, c'est fantastique. Comment c'était au niveau du club, des instances dirigeantes à ce moment-là? Ouais, parce que tout le monde nous voyait descendant très rapidement. Parce que voilà, Crotone, c'est la première fois de leur histoire qu'ils sont en Serie A. C'est pas un grand club non plus d'Italie. Ça, voilà, on peut pas le contredire. Et ouais, c'était avec une personne, c'est un monsieur qui nous conduit tout le temps à gauche à droite, qui nous tient, et voilà, il a voulu faire une photo, parce que lui aussi, pour lui, il vient de Crotone, c'est un mec du centre. Et après, je trouvais, cette photo qui était belle avec lui, qui a tout fait pour nous mettre dans les meilleures conditions. Donc c'est aussi, c'est chaque petite personne qui met son plein gré, et c'est grâce à toutes ces personnes-là qu'on a su nous mettre dans la meilleure disposition et nous sauver aussi en Serie A. C'est pas seulement les joueurs, il y a tout un staff, un club, tout le monde était derrière nous, et je pense que c'est important aussi de les souligner. Bernie, je crois que tu avais peut-être une question pour Noé. Bonsoir Noé. Bonsoir. Quand je suis un peu la Serie A, j'ai regardé ton parcours. Comment tu te sens maintenant avec le recul, quand on sait que ton carton rouge, tu l'as pris d'ailleurs contre Empoli à la première journée, et que finalement, sur la dernière journée, on passe devant. Maintenant, avec un peu de recul, on se dit, est-ce que c'était pas le destin finalement? Ils m'ont gâché mon début de saison, je leur gâche la fin, quoi. Ouais, c'est clair, c'est vrai. En plus, quand mon carton rouge, je fais 2 fautes sur le match, je prends direct 2 cartons, donc c'est vraiment sévère. Mais bon, après, c'était les premiers matchs, c'est quand même autre chose, c'est autre chose que la Belgique, la Serie A. Mais c'est vrai que Empoli n'a pas réalisé une grosse saison, et nous, sur le dernier match, on a eu la chance, et on y a cru jusqu'au bout, et c'était grâce à ça aussi que peut-être eux on se sont dit c'est bon, on va sur la lanterne rouge, on va gagner facilement, on est sauvé déjà, alors que nous on a mis toutes les chances de notre côté, et on y a cru jusqu'au bout. Donc c'est vrai, c'est peut-être le revers de la médaille, je sais pas. Noé, quelle est l'ambition du club pour la saison prochaine? Est-ce que c'est de se maintenir comme cette saison avec un effectif peut-être un peu plus garni, avec plus d'assurance de ce niveau-là, ou soyons ambitieux et allons jouer l'Europa League? Non, l'Europa League, je pense, le club peut pas, parce qu'ils n'ont pas encore les infrastructures, ils n'ont pas encore le centre adéquat pour vraiment se dire d'aller jouer beaucoup beaucoup plus haut. Mais se sauver, non, il faut pas revivre une saison comme on a fait. Se sauver la dernière journée, tu le fais une fois, mais on est passé par la petite porte. Je pense pas qu'on va y arriver tout le temps, donc il faut vraiment déjà faire des gros transferts, parce qu'il faut des joueurs expérimentés. Ici, je pense, dans notre équipe, il y avait, je sais pas s'il y avait 4 joueurs qui avaient déjà joué une saison complète en Serie A, donc c'est aussi compliqué quand t'as pas des joueurs d'expérience, surtout comme on sait que le championnat italien, c'est que sur l'expérience qui prime. Donc je pense que le club doit vraiment se renforcer le plus rapidement possible avec des joueurs de renom. On le rappelle pour nos auditeurs, tu es de nationalité belge. Est-ce que tu n'as pas des copains de Belgique là, à mener à Crotone, puisqu'on sait que vous avez une très très belle formation en ce moment et une très belle équipe? Si, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes Belges, mais après, c'est pas toujours facile de franchir le pas, de quitter la Belgique, de s'acclimater tout de suite à un autre championnat. Surtout le championnat italien est vraiment vraiment compliqué. J'ai eu l'expérience, et en plus il faut vraiment tout de suite parler la langue, parce que en Italie il n'y a pas beaucoup d'anglais, c'est direct italien, et ici j'ai pas eu non plus
voilà, j'ai pas eu de cours, je suis débrouillé tout seul, donc faut pas croire que voilà, quand on part, c'est tout le temps tout rose, tout beau, c'est quand même compliqué. Mais bon, après, s'il y a des joueurs de Belgique qui peuvent partir en Italie, c'est vrai qu'il faut le faire parce que c'est un championnat attrayant, c'est clair. Bernie, je crois que tu avais une question pour nous. Donc Noé, du coup, une petite question placée un petit peu plus sous le signe du supporter ou de l'admirateur de la Serie A. Tu as récolté les maillots de qui cette année? Ah oui, on veut savoir. Hein Ouais, là j'en ai eu beaucoup cette année. Donc chaque fois tous les Belges, je les ai quasi tous pris. À part, je pense que Lukaku, il a jamais joué contre nous. Puis j'ai eu celui de Chiellini, celui de Benassia, j'ai eu celui de Cannavaro. Donc j'ai eu celui de Mertens, j'ai eu bien sûr Mertens, Koulibaly, N'Golan. Voilà, je pense que c'est tout. Mais c'est vrai qu'ici en Italie, voilà, c'est une coutume, c'est qu'après chaque match, tout le monde échange leur maillot. Et ça, je trouve ça que c'est quelque chose de très bien. Qu'en Belgique, ça se fait pas du tout. Mais ici en Italie, c'est vrai qu'on a la chance de côtoyer ces grands joueurs. Donc avoir leur maillot, c'est toujours bien. Mais tu sais quoi, nous on serait content d'avoir juste le tien. Donc tu te plais finalement en Italie, voilà, pour les auditeurs qui nous suivent encore, je le redis, l'Italie c'était peut-être un pas un peu difficile à franchir, mais maintenant tu t'y plais et tu t'épanouis complètement là-bas. Oui, je m'y plais, m'épanouir complètement, ça c'est différent parce que voilà, je suis un compétiteur, j'ai toujours envie de jouer des matchs, donc pour moi c'est quand même une saison quand même contrariée puisque j'ai pas joué tous les matchs que j'aurais bien voulu jouer, mais voilà, ici je suis un bosseur, donc ici je m'entraîne dur et pour la reprise et j'espère être prêt pour le début du championnat et voilà, faire une grosse saison en Serie A, je pense que ce serait bien sur le CV aussi. Comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu sens que tu as la caisse? Est-ce que tu sens que t'en as sous la semelle? On rappelle aussi que tu es jeune, je crois que tu as 24-25 ans, quelque chose comme ça? Ouais, 25 ans, oui. Donc un joueur de ton gabarit, défenseur central à cet âge-là, tu dois être en pleine bourre. Est-ce que voilà, tu sens que tu peux aller décrocher la lune? Décrocher la lune, je sais pas, mais voilà, je pense que j'ai envie d'aller le plus loin possible. C'est vrai que voilà, le match contre la Roma, je pense que c'était un match de domicile chez nous, j'avais plus joué depuis 3 mois. Et voilà, je suis tombé contre Zeko, il y avait tout le monde qui était là et voilà. Des joueurs de CFA quoi. Non, c'est tous les gros, il y avait N'Golan, Salah, il y avait tout le monde à Charoui, vraiment ça, voilà, ils avaient sorti la grosse équipe et franchement, je me suis pas senti inférieur justement, j'ai bien rivalisé avec Zeko, c'était un bon duel et malgré que je me disais ça fait 3 mois que j'ai pas joué, où j'en suis au niveau du rythme, tout ça. Mais bon, voilà, j'ai prouvé qu'à l'entraînement, si tu te donnes 200%, je travaille un peu plus en extra, voilà, le match, c'est vrai que c'est pas toujours la même chose, mais voilà, le rythme de match, je l'avais. Et si tu bosses, un jour tu seras récompensé. Donc voilà, moi c'est ma philosophie. J'essaie de bosser le plus dur possible et voilà, quand je suis en match, si je sais avoir un petit peu plus facile que les autres, c'est bien. Comme je te l'ai dit, nous sommes des grands fans de ton type de jeu. On aimerait bien on t'aurait bien vu à Bordeaux. Est-ce que du coup tu te vois en sélection belge? Il faut déjà que je sorte vraiment une très grosse saison pour être en sélection belge, ça c'est de 1. Après voilà, Crotone c'est même pas non plus le plus gros club de Serie A, mais bon, en Belgique il y a défensivement les défenseurs centrales c'est quand même costaud, c'est des compagnies, des Vermaelen, des Vertonghen, Alderweireld qui font des saisons complètes depuis 4-5 ans au plus haut niveau, donc franchement si je suis une fois appelé pour compléter un maillot, c'est déjà très très bien, mais je crois que ce maillot tu vas pas l'échanger celui-là. Non, si je l'ai, je le garde, c'est sûr, mais voilà, pourquoi pas, avec un peu de chance, il y a des blessures, des suspendus, si je sors d'une grosse saison, tout est possible, et voilà, ce sera un rêve. Geoffrey, je crois que tu avais une question pour Noé. Oui, bonsoir Noé. Moi j'avais une question pour vous. Je sais que en France, on a beaucoup de jeunes joueurs français quand ils partent en Italie qui ont du mal à s'acclimater aussi parce que l'entraînement physique, vraiment la pression physique mise à l'entraînement est vraiment particulière. Je voulais savoir si vous aviez ressenti la même chose ou si vous, en Belgique, déjà, on va dire la pré-saison est déjà suffisamment costaud pour encaisser une pré-saison italienne. Alors moi je suis arrivé fin août, je suis arrivé le 27 octobre, donc ils avaient déjà fini aussi leur préparation physique, mais en Belgique franchement on peut pas le renier, c'est vraiment costaud. T'as une semaine, tu pars 2 semaines en stage et la première semaine, tu touches pas le ballon, tu fais que courir. Donc pour ça, j'étais quand même vachement bien préparé. Physiquement, j'ai pas eu trop de problèmes à m'acclimater vis-à-vis des entraînements. Pour ça, j'ai pas à dire. C'est plutôt la barrière de la langue et surtout le niveau tactique, ça qui était plus compliqué. Mais le niveau physique, honnêtement, ça a été. Ok, très bien.
Geoffrey, peut-être une autre question. Bernie, une autre question peut-être pour Noé. Et au niveau du climat, comment t'as fait? Parce que t'arrives de Belgique, plus dans le nord, et Crotone, pour ceux qui connaissent pas trop, t'es dans le sud là. Ouais, c'est clair. Donc, je sortais de la Belgique, il faisait 23, 24 degrés quand on s'entraînait en plein été. Et là, je suis arrivé en Italie, je pense qu'il faisait 33 degrés mon premier entraînement. Donc, tu entraînes en débardeur, Marcel, c'était vraiment... Ça, la première semaine, c'est vrai que j'ai eu du mal aussi au niveau du souffle, tout ça, t'as le souffle coupé à cause de la chaleur. Mais après, honnêtement, cette année-ci, il n'a pas fait trop chaud. C'est ce que tout le monde disait en Italie, qu'il disait que c'était pas une grande saison. Donc, franchement, ça a été. Après, voilà, c'est une question d'habitude. Le soleil, tu le prends, et après, voilà, tu sens plus la différence. Mais par rapport au Magic, c'est vrai qu'il c'est une grosse différence, c'est clair. Alors du coup, c'est encore Geoffrey. J'ai une petite dernière question à vous poser. Donc moi, j'avoue qu'à part l'exploit que vous avez fait donc à la dernière journée, j'ai pas beaucoup suivi la saison de Crotone, mais je vais m'y intéresser d'un peu plus près. Et je voulais savoir si vous pouviez nous donner un joueur à suivre de votre effectif, quelqu'un qui vous a impressionné, parce que vous avez quand même un sacré bagage en Jupiler League aussi, donc voilà, vous devez connaître un petit peu le football. Est-ce qu'il y a un joueur dans votre effectif, un jeune ou un moins jeune, qui vous impressionne vraiment tous les jours à l'entraînement? Oui, c'est notre attaquant, c'est Diego Facinelli. Donc, il était prêté de Sassuolo. Et franchement, il a mis 12 goals. Et là, ici, il est récompensé. Il était aussi appelé en national. C'est la nationale A prime. Ça veut dire que, il faut un noyau la vie. Et si par exemple il y a des blessés, s'il y a un Bellotti ou quelque chose comme ça qui est blessé, c'est lui qui est appelé. Donc, franchement, lui, il a fait une très grosse saison. Et je pense que, dans moins d'un mois, je pense qu'on va entendre parler de lui, qui va faire un gros transfert. Parce que, en Italie, ça parle énormément de lui parce qu'il est quand même vachement costaud. Et le défenseur central aussi qui joue ma position. Lui, il a été vraiment appelé ici pour le match contre l'Uruguay, je pense, avec l'Italie, qui a réalisé une bonne saison. Et là, maintenant, il est à côté des Bonucci, des Barzagli en sélection. Donc, c'est que le mec, il a quelque chose dans le ventre, quoi. Ouais, quelque chose en plus, ouais. Gianmarco Ferrari, c'est Ferrari. Donc, lui qui est aussi très bon. D'accord, merci beaucoup. Alors Noé, nous avons notre community manager qui a une question pour toi. Bonjour Noé. Alors, bonjour. Votre coach Davide Nicola a promis de faire le rallye de ville en Italie à vélo. Je sais pas si vous êtes au courant. Il en est où de sa préparation? Parce que c'est un énorme parcours ce qu'il va faire là. Oui, là il vient d'arriver à Gênes. Il est arrivé aujourd'hui à Gênes, de le voir. Donc c'est vrai qu'il a tout remonté, mais il avait dit, c'était un pari qu'il avait fait, que si on se sauvait, il remontait chez lui à vélo et c'est ce qu'il a fait. Donc là, je pense que ça fait 13 jours qu'il roulait avec des amis à lui. Il est parti de Crotone, ils ont tout remonté et là, aujourd'hui, il arrive à Gênes. Ouais. Il a fait Crotone-Gênes à vélo? Oui. Oui, à vélo. Ouais. Donc, je ne pourrais pas dire à combien de kilomètres. Moi, j'ai fait ça aussi par rapport à un événement qui s'est dépassé pour lui. Donc après, il est dit, je crois, pour une association, il me semble. Ah, c'est peut-être grâce à une association, mais je sais bien qu'il avait aussi lâché à Paris comme quoi si on reste en Serie A, il le faisait. Donc c'est important de mettre en valeur aussi cette cause assez noble. On le fera sur les réseaux sociaux. Bon Noé, la traditionnelle question donc de devant le match, est-ce que tu aurais une petite anecdote sur ta vie quotidienne rigolote en Italie? C'est ma vie quotidienne, c'est vrai qu'elle ne se résume pas à grand chose, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à Crotone, mais c'est qu'avant j'étais pas un grand fan de pâtes. Et là par contre c'est tous les soirs, c'est tous les midis, c'est tous les soirs, c'est pâtes à volonté, t'as pas le choix, à midi c'est des pâtes, après t'as ta viande, et le soir c'est des pâtes, et puis t'as ta viande. C'est tout le temps comme ça, c'est les pâtes non-stop, donc ça c'est pas une légende, c'est pas... tout est vrai là-dedans, t'as toujours des pâtes à midi, toujours des pâtes le soir, ça c'est... Toute ta vie, tu manges des pâtes si tu restes en Italie, je pense. Ça doit changer des frites et de la bière belge. Ouais, mais des frites, tu peux pas trop en manger. Tu peux en manger de temps en temps, parce que si tu en manges trop, t'es un peu gras. La bière, la même chose. Ça doit être le pire quand on est belge de pas pouvoir boire une petite bière belge et manger des frites, quoi. Ouais, mais les Italiens n'hésitent pas sur la bière et sur le vin rouge non plus. Hein, donc. Ils sont assez forts aussi. Tu sais, on est à Bordeaux, nous, donc le vin rouge, on connaît que celui de Bordeaux. Ouais. Bordeaux, on connaît aussi, c'est clair. D'ailleurs, Noé, je t'invite pendant tes vacances peut-être prochaines à venir visiter notre très belle ville. Nous avons la plage pas très loin. Je suis déjà venu à Bordeaux quand j'étais plus jeune. Voilà, je jouais dans un petit club en Belgique, club de Division 3. Et j'avais passé un stage justement au Girondins. Quand on est jeune, je pense qu'on sait faire des stages avec une équipe. Ouais. On était entraîné par
par des coachs des Girondins de Bordeaux. Donc il y avait, à ce moment-là, il y avait Chamac encore, d'Archeville, je m'en souviens, qui était là et qu'on regardait s'entraîner, quoi. Et donc nous gardons une très belle image des Belges avec Marc Wilmots qui nous a rendu des beaux services et Baudard aussi dans les buts à la fin des années 90. Donc bien écoute, si tu passes par là, on saura t'offrir des cannelés qui est la spécialité locale avec du vin et puis et des pâtes. Et puis des pâtes. Il y a des beaux petits restos italiens si tu veux à Bordeaux. Oui c'est vrai, nous avons Sicilian Boca qui est un fan inconditionnel de Catane. Et vraiment c'est un fou furieux hein. Il va là-bas et tout au stade et il fait de la cuisine italienne à se rouler par terre hein. Donc on fait tant qu'on y viendra. Donc si tu viens ça sera plutôt côte de bœuf avec sauce bordelaise, vin rouge et vin rouge ça. Voilà. Et vin rouge. Ah ben parfait, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup Noé pour ta disponibilité. Je rappelle donc que tu joues donc à Croton, donc n'hésitez pas à aller voir sa page Facebook et à suivre les exploits de Noé Ducène. Voilà, merci Noé. Merci. Un grand merci. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Au revoir. Merci, au revoir. Très sympa toujours ces joueurs. Manu, tu avais peut-être une petite réaction? Non, tout simplement par rapport à Noé, je voulais remercier Camille de la page Facebook consacré à Noé, d'avoir relayé en masse. Donc merci à toi Camille qui nous écoute. Ouais. Je t'embrasse. Qui ont été très Tu te mets toujours bien avec les filles toi. Ouais, c'est ça. T'arrives à te positionner à chaque fois. Hein. Franchement, il a des dossiers dans les tuyaux. Je vous raconte pas. On verra si quand il y en a un qui s'appelle Antoine, il prendra le micro comme ça pour dire je t'embrasse Antoine. Ouais, c'est ça. J'ai une ex qui est belge, forcément. Encore? Oui, ça c'est mal placement. Bref. Un jour on va te voir sur Jackie et Michel, ça va être toi. Ça va être moche. On peut pas être sérieux dans cette émission. Ouais, c'est ça. Heureusement que je suis là. Cette blague. Et lucide sur sa saison du coup, hyper lucide. Même sur le déroulement, il a été d'une honnêteté limpide. Carrément. Voilà, il nous a raconté exactement comment ça s'est passé. Par contre, il est aussi, je pense, lucide sur son état actuel. Et quand on voit le garçon, donc je vous invite à aller voir des vidéos de lui. C'est un beau bébé. Hein. C'est un beau bébé. 1,91. Moi, c'est un mec à Bordeaux à la place d'un Palois. J'aurais signé pour un mec comme ça, surtout qu'il a une grosse expérience Jupiler League. C'est un défenseur qui marque des buts aussi. À la place d'un Jovanovic, tu veux dire. Tu mets Palois Ducène dans l'axe. Non, j'enlève Palois. J'enlève Palois. Ah, tu l'enlèves toi? Non, je mets à la place de Palois. Oui, d'où ma phrase, tu l'enlèves toi. Ouais. T'es sévère d'enlever Palois. Ouais, bien sûr, je sais pas. C'est pas très sympa pour Il a Palois. pas fait une très bonne saison. Après, on pourra en parler. Après, on laissera ça à Gironde Analyse. On laissera ça. Il est arrivé fin août. Pas de prépa avec sa nouvelle équipe. Premier match, pas de bol. Hop là, petit rouge. C'est clair. C'est dur après de s'en remettre. Comme il disait, tu parles pas la langue. Donc changement de système. Bon, il a eu tout. Il a tout devant. Mais il n'aime pas les pattes. Mais du coup, ça doit forger un caractère. Hein. À 24 ans, quand tu vis ça, que voilà, tu te retrouves finalement, t'es loin de ta famille. Hein, y a pas, puis là, tu prends un an de plus, un an de langue, un an où tu t'es acclimaté, parce que mine de rien, il a dit, tu prends 10 degrés d'un coup. Ouais. Une prépa entière, ça va aussi faire la diff. Et je pense que la prépa italienne, même s'il a vanté les mérites de la préparation belge, je pense que voilà. Il dit qu'il est en vacances, mais je pense qu'il doit quand même se préparer pour faire une lourde saison. Ça doit bosser. Parce qu'il y a des places en sélection belge en défense centrale. Ouais, mais clairement, c'est ça. Parce que du compagnie, ça se blesse à tout barzingue. Il y a clairement une place à prendre en équipe de Belgique. Au moins dans les Vermeulen, je sais même plus où il est. Surtout que il a l'infirmerie. On a l'impression que cette sélection belge peut miser sur un mec, même s'il joue à Croton, si le mec joue bien, il sera quand même. Ouais, clairement. Donc on lui souhaite, il peut dépanner aussi au milieu de terrain. C'est ça. Donc c'est un joueur qui est polyvalent. Et puis bon, vous l'avez entendu, il a un super état d'esprit. C'est quelqu'un qui est posé. Et quand on est défenseur central en dernier rempart, c'est bien d'être posé. Ouais. Alors bon, il a pris un rouge, oui, ça arrive à tous les défenseurs centraux, mais oui, c'est ça, c'est ce que il marque des buts aussi. On l'a pas dit, mais c'est un défenseur central qui est important sur coup de pied arrêté. Qui est capable de faire la différence et avec le gabarit qu'il a, oui, forcément dans une surface de réparation, ça fait. Puis lancer, ça doit être violent à prendre dans la tête. Comment lancer, ça doit vraiment être méchant. Quoi. Ouais, je pense qu'il doit mettre. Enfin méchant parce que là t'as une masse qui arrive. Ouais. Tu prends un train dans la gueule. Non, mais c'est bien. Mais la saison prochaine, ça sera que mieux. Bien. De toute façon, on surveillera ça du coup du côté de devant le match. Pourquoi pas parler un petit peu de Serie A un peu plus parce que c'est vrai que c'est un championnat finalement qu'on oublie parfois un peu, mais qu'on aime quand même un peu. On oublie moins que le championnat irlandais, c'est déjà ça. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. Le championnat irlandais. Même des fois, je nous ai entendu parler un peu plus de football portugais que de football italien. Donc c'est vrai
vrai que de temps en temps, ça fait du bien aussi. Manu ? Le championnat irlandais, justement, très très bon championnat en amateur évidemment, mais ultra violent entre les Bohemians et je ne sais plus quel club, les Shamrock Rovers, que j'ai voulu assister une fois. Je crois que les supporters, c'est vraiment pas des cadeaux entre eux et c'est très très hardcore. Ouais. D'accord. Cette année, pour la première fois, il y a eu un club irlandais en Europa League. Ça, c'était fort, ça, en phase de poule d'Europa League. Ça arrive pas tous les matins. Waouh. Que tu es aigri. Waouh. Bon, messieurs, on va passer la soirée, le mec. On va passer à la suite. On va peut-être faire un petit point mercato, comme on le fait maintenant tous les soirs sur notre groupe Facebook. Que Manu nous concocte des petites vidéos qui font leur petit effet. Oui, des petites vidéos que apparemment vous appréciez beaucoup. Donc 5 mercato journal quotidienne, pardon. Vas-y. Donc aujourd'hui c'était Fernando Marchal, que Geoffrey-moi on adore. L'arrière droit, tu veux dire? Oui, c'est ça. Qu'on aurait bien joué latéral droit de Lyon. Bonaglio, à Monaco, ouais. Ça rime. Du coup, il reprête Nardi dans la foulée. C'est ça. Encore on n'a pas eu le temps de le boucler. Au même club à Bruges. Qui part en Tunisie, comme dirait Balbuena, donc à Istanbul. Ouais. Et puis l'autre, pas mal, que vous verrez sur le compte Twitter et dans un instant sur Facebook, l'épisode 4 du Mercato du jour. On vous invite à aller voir ça du coup sur notre page Facebook, donc devant le match tout simplement. Messieurs, le Mercato qui a commencé à s'agiter un peu, il y a des gros noms qui commencent à circuler. Est-ce qu'il y a un transfert pour l'instant qui vous marque plus qu'un autre ou alors vous attendez peut-être Tolisso, on a commencé à en parler tout à l'heure. Je pense que oui, le transfert qui marque pour l'instant c'est Tolisso quoi. 42 millions d'euros. Très belle vente. Qui devient très belle vente, ça c'est une certitude là. Pour le coup, Jean-Michel Aulas, il a bien fait de patienter, même s'il aurait pris 30 millions, je pense, l'année dernière avec la Juve. Ouais. Il en prend 12. Naples, pardon. La Juve, c'était cet hiver, pendant la trêve, ouais. Très bien. Bon, j'étais pas loin. J'ai confondu. À 6 mois après, j'étais pas loin. C'est ça. Ils étaient à 32 millions l'offre cet hiver. Loin. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai failli marquer. J'étais pas loin. J'ai failli avoir une copine. J'étais pas loin. Dédicace à Alex. J'ai failli ne plus de puceau. Dédicace à Alex. J'ai failli striker. Ça me rappelle cette mais elle est pas venue. J'ai failli faire l'amour une fois. Putain, vous êtes cons. Enfin, franchement. Bon. Donc ouais, Tolisso pour revenir dessus. Pour en revenir au foot, Tolisso, 42 millions au Bayern, dans un milieu à 2, voire 3, ce qui est quand même pas tous les jours chez Carlo Ancelotti, avec Arturo Vidal et Thiago Alcantara. Bon courage, Corentin, amuse-toi bien à Munich. Ouais. Après, il y a la fête de la bière en octobre, donc ça tu devrais pouvoir passer un bon moment. Et ça c'est cool. Tu vas gagner des titres. Tu vas gagner des titres parce que à Munich. Je l'ai déjà fait moi, j'y suis allé l'an dernier. Est-ce qu'on pourrait pas y aller? Moi j'y vais, mais après on pourrait y aller, mais pour Munich 1860. Ou alors t'es pas obligé d'aller à la fête de la bière de Munich, tu peux aller ailleurs, il y en a dans toutes les villes d'Allemagne. Quitte à la faire, autant aller à Munich quand même, non? Exactement. Donc ouais, Tolisso, je sais pas. Je sais pas si pour lui c'est voilà, quand on te dit il y a le Bayern qui t'appelle, est-ce que tu veux y aller? Oui. Au moins il va être fixé sur son niveau parce que ça fait un moment qu'on dit que il monte en régime, mais que c'est que la Ligue 1, c'est que Lyon. En équipe de France, il est dans le groupe de plus en plus souvent. Mais on va vraiment savoir ce qu'il vaut parce que Ancelotti n'est pas le genre à te mettre sur le banc gratos. Il va quand même te donner ta chance. Finalement, il va te donner ta chance. C'est une certitude. Finalement, c'était peut-être la seule chance pour Tolisso d'essayer de passer devant des Pogba, devant des Kanté en équipe de France parce que c'est clairement eux qui vont lui poser de problème. Matuidi. Passer devant, je sais pas, mais en tout cas, s'il fait une grosse saison au Bayern de Munich, en tout cas, on pourra commencer à en parler, ça c'est sûr et certain. Il reviendra dans le débat, c'est une certitude. Voilà. Mais moi je trouve que c'est très très bien pour les deux parties. 22 ans, après le prix, tu sais quoi, le marché des transferts il s'enflamme de tous les côtés, donc techniquement. Mais moi quand je t'entends dire Geoffrey, il vient dans un milieu où t'as Alcantara et Vidal, vas-y, qui remplace Alcantara et Vidal alors après? Du coup, alors, t'avais quand même cette année, t'avais Xabi Alonso. Mais il y est plus. Moi, je te parle de l'an prochain. Soit, ou sinon, il y avait quelques années, il y avait Franz Beckenbauer. T'as Joshua Kimmich qui joue latéral droit, là, d'accord? Non, qui joue 6. Il remplace Philippe Lam, latéral droit. Ouais, ça c'est que tu dis. J'attends. C'est pas moi qui le dis. C'est Joachim Löw en sélection allemande. C'est Carlo Ancelotti au Bayern Munich. On attendra de voir ce que fait. Carlo, moi, je te dis que si tu me parles sur l'année dernière, moi, je te parle pas l'an dernier puisque je m'en fous de l'an dernier.
On parle de l'année à venir. Il va arriver au Bayern, mais on s'en fout dans l'année. Alonso se casse. Hein. Mais non, mais Alonso se casse. Philippe Lahm se casse. Kimmich est latéral droit. Bernie ce soir. Et voilà. Mais ils sont 2 pour 4. Du coup, tu sais pas, tu imagines que ce sera comme ça. Mais c'est pas que je l'imagine. Il n'y a rien d'autre. T'as Renato Sanchez, Tolisso, Vidal, Alcantara. Kimmich, je viens de te dire qu'il était latéral droit. C'était pas parole d'évangile jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que tu ne confonds pas Kimmich avec Bernat? Absolument pas, qui est latéral gauche espagnol, Bernat, Juan Bernat. Moi je confonds pas, je parle à l'autre. Non, mais je pose des questions. Moi ne me manque pas de respect footballistiquement parlant parce que je l'aime vénère. Sanchez aussi, dont on n'a pas parlé. De toute façon, comme Renato Sanchez a eu sa chance en début d'année l'année dernière au Bayern, il l'a pas eu sa chance au Bayern. Ah non, gros, tu regardes pas les matchs du Bayern, après je peux rien faire pour toi. Il a joué les 8 ou 9 premiers matchs, bon peut-être j'exagère peut-être un peu, au moins les 6 premiers matchs. Il a 25 matchs joués dans la saison. Oui, mais après, et là, titulaire. Dont c'est les 6 premiers. Combien de titulaires? 9. Ouais, voilà. Mais je te dis, c'est les 6 premiers qu'il a joué. Mais ça doit correspondre avec la blessure de Xabi Alonso. Non. Mais quand Xabi revient, mais c'est une machine de guerre. Tu m'écoutes ou tu t'es dans ton truc et tu m'écoutes pas? Mais je regarde le Bayern jouer quasiment tous les week-ends, donc je peux un peu t'en parler un tout petit peu. Mais vas-y. Donc je te dis que Renato Sanchez, il a eu sa chance en début de saison, il a pas saisi, il a fini sur le banc. Il jouait un quart d'heure, 20 minutes par match. Et je pense que sur ces 25 matchs, son temps de jeu en termes de minutes jouées doit être famélique. Ça va vraiment être pas grand-chose. Il a pas su saisir sa chance. Si Tolisso, parce que comme l'a dit Gio, Carlo Ancelotti va lui donner sa chance, c'est sûr, il va pas mettre 42 millions d'euros sur un joueur pour le laisser sur le banc et dire tiens j'ai fait dépenser 42 millions au Bayern, c'est cool, sans le tester. Ça c'est une certitude. Après voilà, est-ce que Tolisso a les épaules pour prendre sa chance au milieu du Bayern? C'est une autre question. Est-ce que ça annonce pas des départs quand même du côté du Bayern Munich? On parlait justement de Renato. Est-ce que on l'annonce souvent sur les tablettes de clubs comme Marseille ou autre? Messieurs, est-ce que c'est pas peut-être un bon coup à aller chercher parce que ce mec s'est un peu perdu finalement? Ça reste quand même un très bon talent. À 19-20 ans, c'est difficile de dire que tu t'es perdu. Non, mais il a vécu une saison très difficile. On l'a entendu juste avant avec Noé Dussen. Qu'on soit quand même tous d'accord avec l'Euro qu'il a fait, avec les performances qu'il a fait, avec cette équipe du Portugal qui a été très triste pendant toute la compétition. Oui, ça a été un des seuls meilleurs joueurs du Portugal avec Ronaldo, hormis Cristiano. Avec la Coupe d'Europe qu'il a fait, sincèrement, on s'attendait quand même à plus du côté de Renato Sanchez. On s'attendait à plus du coup, mais c'est le contre-coup du football professionnel. C'est comme on disait, tu débarques dans un club. Justement, moi la question que je vous pose, c'est moi je vois Tolisso arriver pour 40 et quelques millions au Bayern de Munich. Est-ce que ça signe pas le départ de Renato Sanchez? Au moins en prêt. Non, parce que comme disait Bernie, en plus il y a le départ de Xabi Alonso qui prend sa retraite, donc du coup ça libère de nouveau une place. Donc Renato Sanchez, j'espère qu'il est pas bête, il a 20 ans, il a la chance d'être probablement avec le meilleur entraîneur du monde actuellement à ses côtés. Ouais. T'apprends, c'est sûr que t'apprends. Tu vois jouer, t'as vu jouer Xabi Alonso toute une année. Tu vois jouer Arturo Vidal qui quand même sur le terrain c'est quand même un monstre. Thiago Alcantara qui a une palette technique, je pense qui est vraiment belle à voir. Je pense il lui a fallu 1 an d'adaptation. Je rebondis sur l'invité qu'on a eu juste avant, Noé Dussen. Pareil, il lui a fallu 1 an d'adaptation. Peut-être que cette année c'est l'année de Dussen à Crotone, comme peut-être ce sera l'année de Renato Sanchez au Bayern. Qui m'étonnerait qu'à moitié d'ailleurs. Honnêtement, il a mis du temps à s'imposer en équipe du Portugal. Au final, l'Euro, c'est ça. Il démarre pas titulaire au début, puis il fait des rentrées impressionnantes, puis t'as pas le choix. Quand tu vois le rendement qu'il avait, t'es obligé de le mettre titulaire, et puis finit la finale en apothéose. De toute façon, il joue à 3 au milieu au Bayern, donc pour moi, il y a la place. Il joue en 4-2-3-1, c'est vrai que ça dépend pas mal. Mais t'as soit Alcantara en soutien en 10, soit t'avais Ravi Martinez ou Alonso qui allait dépanner en sentinelle. Ravi Martinez, ça a été moins souvent le cas cette année. Sauf que Ravi Martinez, ils veulent le caler en défense centrale, mais pour moi, il y a largement la place pour et Sanchez et Tolisso. Et Kimmich, je peux te jurer qu'il sera latéral droit. Du coup, juste pour faire le lien et peut-être conclure cette émission italienne, toujours au Bayern de Munich, on annonce Douglas Costa du côté de la Juventus de Turin. Ça serait vraiment un très beau coup réalisé par les Turinois pour étoffer l'effectif.
Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi penser de ce joueur parce que c'était une merveille au Shakhtar Donetsk. Il a fait 6 bons mois, même 6 très très bons mois à Munich quand les deux super ailiers, sur 2 ans, quand les deux super ailiers, à savoir Ribéry et Robben, étaient pétés, donc il était quasiment sûr de jouer. Et puis quand la concurrence s'installe, du coup, le mec il disparaît. Mais justement, à la Juve, quelle concurrence il aura Mais à la Juve, du coup, tu joues. Mais c'est toujours la même histoire, ouais. Peut-être Mandzukic, parce que Allegri décale Mandzukic, mais bon, quand on voit la saison de Mandzukic, c'est difficile de le mettre sur le banc. Est-ce que c'est une bonne affaire? En fait, je peux pas vraiment te dire parce que pour un club comme la Juve, non. Ouais. J'ai pas l'impression que ce joueur ce soit le top niveau mondial, et quand on voit ce que veut faire la Juve, c'est à savoir gagner la Ligue des Champions. Est-ce que Douglas Costa t'aide à gagner la Ligue des Champions? Je suis pas sûr à 100%. Non, ça t'aide pas, mais en tout cas, ça te étoffer l'effectif. Ça te permet c'est quand même le profil de joueur qui manque à cette Juventus de Turin, un peu fantasque, capable de dribbler des joueurs, etc. Ils ont perdu Coman, justement, qui est allé au Bayern de Munich, justement, et là, pour le coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Bernie. Il ne remplacera pas Cuadrado à droite puisqu'il jouera à gauche. Donc, mais tu vois le traitement qu'a Cuadrado à Turin. Il est sur le banc et il rentre 25 minutes. C'est pas le même profil. Ouais, mais c'est des dynamiteurs de défense, en tout cas. C'est des gens il y en a un qui sait dribbler et l'autre qui sait que courir. Hein. Alors, qui tu considères? Parce que là, du coup, ça me met dans le doute. Mais Cuadrado, il sait pas dribbler. Je pense que alors si je me trompe pas, je crois que Jérémy Morel fait encore des cauchemars du but qu'ils ont pris. Oui, et alors d'ailleurs, pour aller dans ton sens, le latéral droit des JSA aussi fait encore des cauchemars. Jérémy Morel. Après, moi, l'impression que donne la Juventus, c'est que elle est capable de sublimer des joueurs. Ouais, c'est ça. Elle est capable de prendre des mecs, tu marques un point. Qui sont quand même dans le haut du panier européen, forcément, mais qui sont pas des top players, et ils arrivent à les bonifier, à les mettre bien. Moi, ce que je vois surtout, c'est que sur cette aile gauche, à part Alexandro, qui faisait du très très bon boulot, et offensivement parlant également, surtout même, il manquait quand même cet appui, puisque c'était généralement Mandzukic qui était officiellement aligné sur ce côté-là. Ça manquait quand même de percussion, ça manquait de création, voilà, donc ça reste quand même une belle trouvaille quand même pour la Juventus de Turin. Je sais pas à quel prix ils vont aller l'acheter, mais est-ce que le Bayern est vendeur déjà? Ça, ils vont aller chercher Alexis Sanchez à Arsenal, donc apparemment il serait quand même plutôt vendeur sur ce poste d'ailier gauche. Après, tu remplaces Douglas par Sanchez, t'as gagné au change. Du côté du Bayern, on est plutôt gagnant. Je pense que la Juve devrait plus se pencher sur Sanchez que sur Douglas Costa. Ça, c'est sûr. Quitte à choisir. Après, Coman va revenir après une année noire minée par les blessures. Ouais. On n'en parle pas, mais c'est vrai que Coman, même en équipe de France, on n'en parle plus, mais ça reste quand même. Son année, il s'est flingué. Lui, là, il a loupé. Pareil, il est arrivé blessé, flingué, 2-3 matchs un peu pérables et reflingué derrière. Un euro compliqué aussi, on peut en parler. Un euro très compliqué. Donc. Où il a glissé quasiment tout l'euro, donc ouais, voilà. Donc messieurs, voilà pour le mercato. Je pense qu'on peut peut-être mettre une fin à cette émission si on n'a plus grand chose à dire. Si c'est les JSA, non, je te coupe le micro. Non, c'est pas les JSA, notre saison est terminée, donc pas de souci. Ouais. Non, juste un petit mot, je sais pas ce que vous en avez pensé. Putain, quel kiff, franchement, l'équipe de France mardi, de voir Dembélé et Mbappé là, et Lemar et tout ça. Moi, je me suis régalé. Je vois déjà, je la vois belle comme tout, cette équipe avec Kanté, Pogba, Lemar, Dembélé, Griezmann et Mbappé. Franchement, ils m'ont fait rêver. À 10 contre 11 à la fin. À 10 contre 11, mais ils sont pétris de talent, ils sont beaux à avoir joué. Finalement, c'était l'équipe qu'on avait envie de voir face à la Suède. Finalement, il y avait certains joueurs qu'on avait envie de voir contre la Suède. Par manque d'expérience, évidemment. Donc ça, tu comprends le coach, même si malheureusement le résultat, voilà. Après, mais en tout cas, franchement, c'était régalade. Dembélé, ça fait 2-3 fois. Je fais un petit parallèle qui va peut-être faire soulever les foules, mais je sais pas si vous vous souvenez de ce match au Stade de France, je ne sais plus contre quelle équipe, où Nasri et Benzema étaient alignés pour la première fois, je crois. Exactement, et Benzema, je crois. Et c'est marrant parce qu'elle a dit, j'ai pas pu m'empêcher de faire le comparatif en regardant le match. C'est que on sent des Kylian Mbappé et des Dembélé beaucoup plus humbles et prendre plus de plaisir en fait dans le jeu, être tels qu'ils sont. Tandis que sur ce match où il y avait Nasri Benzema, on sentait que ça forçait. C'était pas si. C'est plus naturel. En tout cas, il y a des sourires. Et moi, je peux dire que devant ma télé mardi soir, je me suis régalé. Attention, parce qu'il y a un an avant l'Euro, on disait pareil pour Coman et Martial. Ils ont chacun des problèmes personnels pour Martial, des blessures pour Coman. Donc dans un an, est-ce que, avant la Coupe du Monde 2018, et j'espère
Mbappé et Dembélé seront toujours au top niveau. Ouais, parce que est-ce que finalement Martial et Coman vont pas revenir aussi? Est-ce que non, voilà, bien sûr, après, moi je disais juste que je disais juste par rapport à mardi quoi. Franchement les deux ils m'ont régalé. Je pense qu'ils ont régalé beaucoup. La défense anglaise, Jones, Stones et Cahill. Mais franchement, je suis défenseur anglais, mais là je suis pas bien. Rio Ferdinand s'est foutu d'eux sur Twitter, il a bien eu raison. Ils ont pris, mais dans tous les sens, tout ce qui était possible et inimaginable. Mbappé, Après, on a beaucoup parlé d'eux et il y a un joueur dont on n'aime plus trop parler en équipe de France parce qu'on est un peu fâché avec lui et j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est Pogba qui a fait juste un match extraordinaire. On n'en parle plus vraiment. On est fâché parce que c'est plus peut-être le joueur le plus cher du monde. On aime bien brûler nos idoles. J'entendais l'autre jour que moi cette campagne depuis qu'il y a eu avant l'Euro et je me souviens dernier on en parlait ensemble avant l'Euro un petit peu de démolition de Pogba, ça commence un petit peu à me saouler. Donc ce match de Pogba il est quand même sacrément intéressant et avec Kanté ça prouve encore une fois que parce que Kanté est titulaire. Parce que Kanté, il lui dit fait le taf. Va jouer devant. Ouais. Voilà, je sais pas trop dribbler. Va t'amuser. Mais par contre, je vais te gratter 100 ballons sur les 10 qui vont passer. Et sur les 100. Là, Pogba, il va dire attends, comment il fait pour prendre 100 ballons? Et sur les 100 que je récupère, tu vas en avoir 95 dans les pieds. Mais c'est pour ça que je vous dis. Et en plus, mais il n'y a pas que ça qui a été intéressant. Je parle pas de mon. Il y a le 4-4-2 mis en place aussi. Ouais, bien sûr. Mais qui a été mis en place aussi. Et tu sais que du coup, tu parlais de la démolition de Pogba. Je lisais un peu dans les réseaux sociaux, tout ça, toutes ces bêtises. T'as des gens qui sont en train de dire que maintenant, il faudrait qu'on sorte Griezmann. Alors que Griezmann, on va arriver sur la même connerie. A été élu limite au rang de héros national. Si on soulève le j'en entends aussi qui disent qu'il faut pas mettre Giroud. Donc c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. En 4-4-2 comme ça, on peut pas. C'est terrible. Pourquoi tu peux pas? Cet esprit qu'on a dans ce pays où je sais pas si vous avez cette impression-là. Brûler les idoles. Ouais, c'est Griezmann. On va lui chercher des poux. C'est chiant. Mais vraiment du pou. Alors qu'on a tout pour se régaler dans cette équipe. Le mec, je sais pas trop quoi, il a chambré Varane sur sa Ligue des Champions. On le monte en épingle, on entend Noël Le Graët dire il faut qu'il prenne de longues vacances, qu'il se remobilise. On entend Dugarry machin, ça fait buzz. C'est insupportable. C'est comme ça que tu as tué un Martial, que tu as fait monter en épingle. Comme si tu n'avais pas le droit de te chambrer. C'est comme si avec Geoffroy on pouvait plus se chambrer. Ça serait dommage, on s'ennuierait. C'est comme si c'est ça. Mais c'est l'overdose. Surtout dans le sport tout court. C'est l'overdose de réseaux sociaux à un certain point, mais aussi il faut bien dire que c'est ce qui leur permet de monter à ce niveau-là d'amour. Donc on va pas non plus il faut pas non plus tout interdire. Quand tu vois Griezmann, tout ce qu'il fait sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, combien de matchs il a aligné dans la saison, ce mec aussi. Il a le droit. Moi le petit coup de gueule que j'ai, c'est ce match contre la Suède. Bon, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que c'était pas la meilleure formation au départ. J'ai même pas envie de lui parler à lui. Il y avait largement mieux à faire, ou au moins si tu pars avec un 11 comme ça, peut-être le changer plus rapidement dans le match ou faire un vrai taf de coach. Et je trouve ça dommage de s'être mis la pression pour rien finalement sur un match qui était atteignable. Ouais, c'est ça, d'avoir été un peu frileux finalement, de jouer un petit peu l'offensive. Après, ça a montré aussi peut-être les faiblesses de Matuidi au milieu de terrain, qui est plus aussi indispensable. C'est peut-être un mal pour un bien. Largement passé devant. C'est peut-être un mal pour un bien. Moi, je reste persuadé qu'avec des latéraux comme on a en 4-4-2, comme il a fait contre l'Angleterre, Giroud sera archi utile. Ouais. Moi personnellement, t'en as 3 qui courent autour de lui, lui il est en pivot. Moi je signe tout de suite, je signe pour une équipe, peu importe la défense centrale, parce qu'ils sont tous très forts, donc je veux même pas le débat. Koscielny, Varane, Laporte, ils sont tous très bons, mais Laporte, il a pas joué. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des très bons défenseurs centraux. T'as Mendy, Sidibé, Kanté, Pogba, Lemar, Dembélé, Mbappé, Griezmann ou Giroud selon les préférences des uns et des autres. Effectivement, après ça dépend le style d'équipe que tu affrontes. Moi tu me mets un Griezmann, Mbappé, et si tu joues en face à une équipe lente comme l'Angleterre, ça passait. Tu joues une équipe regroupée comme la Suède, l'Italie, l'Espagne. Là il te faut un Giroud. Peut-être. Honnêtement, peut-être. Pour le coup, je dis pas que dans une formation comme ça, il serait pas utile. Tout seul en pointe, moi je suis pas pour. Non, dans un 4-4-2 peut-être. Après non, mais là en tout cas voilà. Et dernier mot, Thomas Lemar, je sais pas ce que vous en pensez. Moi ça fait 2 ans que c'est un de mes joueurs préférés en Ligue 1.
Voilà, je le suis, mais je le trouve, quelle progression, comme Benjamin Mendy, c'est constant, il est meilleur, t'as l'impression de jour en jour il devient meilleur. Le ballon qu'il donne sur le but d'Umtiti, le coup franc qu'il donne, c'est quand même un amour de ballon, ça retombe au 6 mètres, le gardien peut pas sortir, peut rien faire. Enfin, franchement, t'as déjà, en plus tu te récupères un tireur de coup franc d'une qualité quand même exceptionnelle. Est-ce que ça te dit pas que si Payet il fait pas une saison exceptionnelle, la Coupe du Monde en Russie, il va la regarder sur le canapé. Je pense que mais ça peut être très bien du coup pour la concurrence, ça peut être très cool. Surtout si on parle de Lemar et on a parlé du match face à la Suède, je trouve que son entrée justement est très très bonne. Ça a peut-être été le meilleur joueur offensif sur le terrain, en tout cas sur ce match face à la Suède. Très sobre, mais en même temps qui amenait beaucoup de choses offensivement parlant, des percussions, du dédoublement de passes, de postes. Donc voilà. Et puis ce lien, cette connexion qu'ils ont avec Mendy, quoi, tous les deux, ils s'éclatent avec Mbappé, là, les trois là. Ils jouent ensemble. Là, mais ils jouent ensemble, mais ils sont potes. Tu vois vraiment, t'as des joueurs qui jouent ensemble, mais qui s'apprécient moins, qui jouent ensemble pour faire le travail et tout ça. Eux, t'as vraiment l'impression que de toute façon, tu les vois dans toutes les petites vidéos qu'ils mettent, ils sont tout le temps tous les trois ensemble et tout. Ils font les cons, il y a pas d'autres mots à dire. Et franchement, c'est régal et ça fait plaisir contre l'Angleterre. En plus, si on peut mettre une petite tarte derrière la nuque aux Anglais, c'est toujours agréable. Donc du coup, moi perso, franchement, j'ai bien kiffé mardi soir. J'ai passé une bonne soirée. Mais est-ce qu'elle est pas un peu triste cette sélection anglaise quand même? Elle est quand même sacrément triste. Alors qu'il y a les U20 ont gagné la Coupe du Monde, je crois. Mais est-ce que c'est pas l'heure de faire changer des trucs, parce que cette défense centrale, elle est hyper haute alors qu'elle est archi lente. Surtout qu'à la différence de chez nous, quand même, je suis désolé, mais c'est un vrai pays de football là-bas. La sélection, vous allez dans les magasins de sport et tout ça, vous pouvez trouver des maillots cheapés à 10 pounds, 15 pounds. Donc en plus, cette sélection essaie d'être vraiment populaire et elle est suivie par beaucoup de gens. Donc je comprends pas qu'ils n'arrivent pas à dégommer un peu cette hiérarchie à la Fédé, quoi. En Angleterre, c'est une vraie culture de football, parce que quand l'Angleterre se fait éliminer en Coupe d'Europe ou en Coupe du Monde, faut savoir que chez les supporters anglais, le taux de suicide augmente. Donc je nique un peu l'ambiance, mais pour dire à quel point la culture et la passion du football anglais est énorme. On se souvient de Ousmane Fané, petit coucou à lui, qui nous a raconté qu'en Division 3, c'est comme si je vous disais en National, les mecs, il y a 20 000 personnes au stade, c'est de la folie. Les mecs qui t'en parlent au supermarché et tout. Mais ça dégage plus une ambiance de club, le football anglais, qu'un esprit nationaliste vraiment fort pour cette équipe, quoi. J'ai pas l'impression qu'il y a une vraie envie pour que cette équipe gagne, tout simplement, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui dégage, quoi. Est-ce que le joueur anglais s'exporte? Pas trop, on en voit, citez-moi un joueur anglais dans le championnat David Beckham, italien, à part Beckham. Il y avait, comment il s'appelle, Michael Owen qui a dû tenter des trucs. Chris Waddle, qui a joué à Madrid. Chris Waddle. Après, il s'exporte pas parce que son championnat est bien. Mais après, la limite de la sélection anglaise, c'est son championnat. Regarde, c'est ça. T'as les attaquants qui sortent de tous les côtés parce que tu joues l'attaque. Ils ont une ligne d'attaque quand même, ils sont séduisants quand même, à partir du milieu de terrain. Harry Kane, ils sont cool, Kane, Ali, Sterling. Je vais te rejoindre. Et la défense, Jones. Mais surtout qu'ils sont rajeunis, Kyle, Stones. Je vais te rejoindre. Alors qu'ils ont Michael Dawson, non, mais je vais te rejoindre sur un point. Cette sélection anglaise qui gagne donc la Coupe du Monde de U20 cet été, peut-être que vous avez regardé. Je crois que ce qui a fait beaucoup de bien à l'éclosion de cette génération, c'est la Youth League. Où les clubs anglais ont des réservoirs monstrueux ils mettent de l'argent d'ailleurs dans ces formations là, clairement, oui. Pour essayer de pallier après derrière, impulsé par Chelsea principalement, si je me souviens bien. Impulsé par Chelsea, et c'est vrai que ça fait du bien de voir que finalement il y a une formation à l'anglaise, puisque tu gagnes pas le championnat U20 comme ça, championnat du monde U20. Maintenant, on aimerait bien plus voir de le problème, c'est que le palier entre le championnat du monde U20 et le professionnalisme et puis surtout la première énorme. Ligue. C'est qu'ils n'ont pas de place pour jouer en première ligue. Exactement, ils n'ont pas de place pour jouer en première ligue parce que à leur poste, je pense au petit latéral gauche là qui, j'en sais rien, moi, qui est de Southampton ou quoi. Ryan Bertrand de Fulham. Non, mais je parle d'un mec inconnu, et on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit, lui? On lui dit non, nous on va chercher un Français qui joue Jordan Amavi, pour pas le citer, qui joue à Nice, maintenant qui joue à Aston Villa, et on te dit non, ce joueur Jordan Amavi, il vaut 15 millions d'euros et il est meilleur que toi, joueur champion du monde U20. Et du coup, malheureusement, c'est ça, et c'est ce qui me fait penser que l'Angleterre est un football de club, et ça restera un football de club, mais l'Angleterre ne gagnera à moins d'un exploit
et la Grèce, ils ont des bons trucs, le Portugal, voilà. À moins même si le Portugal ont un héros national devant, je vois pas l'Angleterre gagner dans les 15, 20, même, enfin bon après je sais pas, mais dans les 20 prochaines années, je vois pas l'Angleterre ne serait-ce que passer un quart de finale d'une coupe, quoi. On l'a vu encore cet été, ils se sont fait pulvériser par l'Islande. On parle quand même de l'Islande, on en a mis 5 nous derrière. Ça te montre quand même qu'il y a d'autres efforts à faire. Après, j'ai quand même le souvenir de cette Angleterre qui n'arrive pas à se positionner justement sur soit une politique de jeunes talents, et il y en a eu quand même dans cette équipe d'Angleterre. On se souvient aussi qu'ils avaient beaucoup craché sur leurs légendes en sélection, les Gerrard, les Lampard, les Terry, etc. Beckham, il y avait quand même milieu qui leur a jamais rien fait gagner, comme il disait. Il y avait quand même de quoi faire. Est-ce qu'ils ont jamais eu le sélectionneur qui était le meilleur possible? Est-ce qu'il y a un vrai entraîneur en Angleterre? Entraîneur, non, peut-être pas. Après, sélectionneur, ils en ont pris quelques-uns. Il est bien le nouveau là. Et puis Southgate, pas mal. Southgate est vraiment. Il arrive des espoirs. Donc lui, il peut t'amener 2-3 joueurs. Mais c'est ce qu'il a essayé. Il a rajeuni cette équipe. Mais regarde la ligne d'attaque. T'as plus de Rooney, t'as plus rien. Mon pauvre, ça va de tous les côtés. Sterling, Dele Alli. Moi j'ai beaucoup aimé Sterling. Sterling, il a été énorme. Il a été très très bon face à la France. Il a fait très mal à Sidibé. Eric Dyer au milieu. Oui, non, mais c'est une équipe qui est semblable à la nôtre. Parce qu'ils sont très jeunes aussi. Non, ils ont pas de défense. Mais par contre, voilà, ils ont des noms quand même. Parce que mine de rien. Ça sert à quoi d'avoir un nom si t'es nul? Non, mais Stones qui a été acheté 50 et quelques millions à Manchester City par Pep Guardiola, te dit quand même que le mec il doit en avoir un petit peu dans les jambes, quoi. Smalling, et là, Stones, c'est vraiment particulier, quoi. Phil Jones, je sais pas, de toute façon, je sais qu'il joue même pas à Manchester, il est blessé 8 mois par an. Oui, non, mais c'est ça, à part Stones, t'as rien. Cahill, mais il s'est fait plier par Mbappé, comme disait Bernie, dès que ça va vite devant, ça devient trop compliqué pour eux. Après, t'as rien, regarde même dans les gros clubs. Je te dis, t'as Michael Dawson de Burnley qui apparemment commence à être convoité par les grosses écuries, qui est pas mal. Tottenham. T'as quand même oublié Smalling. Pas du tout. Oui, Smalling. Mais Smalling, je pense qui est nul, que Manchester ils en veulent plus. Peut-être pas bon, mais oui, mais quand t'es. Mais de toute façon, si on se met à chercher des défenseurs anglais pour jouer titulaire dans la Coupe du Monde 2018, on va galérer. Donc ce seront les mêmes qui. Autant qu'ils naturalisent des gens, je te le dis direct. C'est peut-être le mieux pour eux. Ils veulent pas. Enfin bon, on les a pétés, franchement. Oui, non, moi, je me suis régalé. C'était une bonne chose. Après, c'est vrai que face à cette défense anglaise qui a pris complètement l'eau, notre attaque qui était très très bonne s'est vraiment régalée et nous a régalé pour le coup. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir quand même que le Stade de France répondait quand même plutôt présent malgré une contre-performance en Suède, alors qu'on sait que le public français est grincheux et qu'il aurait pu très très mal l'accueillir sur ce match-là. Oui, il y a eu tout ce qui s'est fait autour du match, donc du coup c'est vrai que ça aide à communier avec le public anglais. Je trouve que c'était très bien de la part de la fédération de diffuser l'hymne anglais pour que tout le monde puisse chanter, même si je ne suis pas fervent défenseur des Anglais, mais dans des moments comme ça, évidemment, c'est totalement normal. À l'image de ce qu'ils avaient fait pour nous en 2015. Tout à fait, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que ça a créé du coup cette ambiance qui s'est continuée, et même si l'arbitre a un peu niqué la France en mettant ce carton rouge là, c'est match amical, c'est le dernier match de la saison, tu peux t'abstenir, et bien on a quand même renversé la situation en gagnant 3-2, et 3-2 qui aurait pu se transformer en 4-2, en 5-2, parce que ça a été la régalade. Messieurs, on va finir sur ce match. Manu, peut-être un dernier mot? Oui, non, tout simplement sur Twitter, on a lancé un sondage en début d'émission. Claudio Ranieri, coach de Nantes, et c'est une bonne nouvelle. Et à 81%, c'est une bonne nouvelle. Donc les auditeurs sont contents de voir Claudio Ranieri. Je pense qu'on l'est à peu près tous. Je pense qu'on est content de revoir Ranieri du côté du championnat français. Voilà, messieurs, pour cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous, en tout cas, on a vraiment apprécié cette émission une nouvelle fois. On va s'endormir avec la voix d'Alessandra. Voilà, c'est ça. Je vais tout faire pour porter la mienne dans la tête. Il nous tarde le podcast parce qu'on va s'endormir vraiment tous les soirs avec Alessandra. Donc ouais, voilà. Merci pour cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine où on a encore une nouvelle fois de très très beaux invités. Je sais que Geoffrey est en feu à l'idée de pouvoir parler à un de nos invités de la semaine prochaine. Un de mes idoles. Freinage. On va encore poursuivre dans cette dynamique des journalistes parisiens.
Donc on vous en dit pas plus. On en saura. Enfin, vous le saurez la semaine prochaine. Et pour celles et ceux qui. Pour un petit indice, c'est une émission légende. Voilà. Pour la semaine prochaine. On a Estelle Denis ? Non. Bon, messieurs, voilà pour la semaine prochaine. Au fait, Manu, c'était quoi la réponse à la photo là ? C'était Julien Ferret ? C'est Julien Ferret, effectivement. Allez là. Et d'ailleurs, pour le jeu DLM Game en vidéo, ton voisin Bernie a cartonné, hein. Exceptionnel. Bon, et il s'est rattrapé par rapport à la semaine dernière. Et le mec me harcèle pour l'écharpe. Moi je lui dis non, gagne le jeu. Il va Demain gagner le jeu. Je lui fais un tibia péroné. Allez, c'est réglé. Bon, on le salue. Je sais où il habite. On le salue en tout cas si vous écoutez encore ce soir. Merci si vous avez été nombreux. Petite parenthèse, juste avant que tu finisses. Si vous voulez nous rencontrer, le 22, on est au Connemara pour le dernier blind test. Et si vous allez au bar et que vous dites ouais, c'est de la part de devant le match, Geoffrey vous offre une bière. non, par contre, une fois de plus, vous m'entendrez au micro puisque c'est moi qui animerai ce quiz, ce blind test. Donc voilà, si vous voulez nous rencontrer, venez faire saigner les oreilles avec ça. Jeudi prochain pour le. Mais c'est jeudi prochain. Si t'as besoin d'aide avec Jean Aurel, on sera dans la salle pour animer dans blind test. Manu, peut-être que j'avais pas dit qu'à la fin d'année je faisais un gros apéro. Si. Peut-être qu'on peut organiser un petit truc jeudi prochain sur les réseaux sociaux, de peut-être venir nous rencontrer s'ils veulent au Connemara jeudi prochain. Carrément. Alors les gars, commencez à ne me créez pas les notes pour mon dernier quiz. Commencez à appeler la garde nationale. On va lancer un petit jeu, puis on vous offre une bière sur place et venez nous. De toute façon, Bernie il est pété de thunes. J'ai mon fameux voisin qui m'écrit. Donc il nous écoute. Salut voisin. Salut voisin. Bon, il me dit je sais où t'habites aussi. Et salut l'équipe, vivement le connaît. C'est le mercredi pour toi là. On tient vite. Et oui, mais il vient avec moi le mercredi soir. Jeudi 22. Bon, on peut pas lui faire une remise officielle devant tout le monde de l'écharpe devant le match. Si, avec et on lui plaisir. fout la honte un peu. C'est Manu qui lui donne. Fais-moi un poutou. On pourra faire ça devant le grand écran avec grand plaisir. On va le flinguer. Vas-y, on est parti là-dessus. Alors, du coup, rendez-vous jeudi soir au Connemara. Sinon, vendredi soir pour une nouvelle émission de Devant le match avec de nouveaux très très bons invités. Donc voilà, on vous invite à vous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux, plus 40 cette semaine sur Facebook en tout cas. Donc continuez à exploser le bouton de like, de venir partager, etc. parce que ça nous fait extrêmement plaisir. Et voilà. Donc merci à tous de nous suivre. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, salut. Ciao. Salut à tous.